Bien, bonjour. Aujourd'hui, je veux parler un peu des formules. Et d'abord, je vais vous rappeler ce qu'est une formule. Donc, je vais faire ça tout de suite et après une petite discussion de ce qu'il y aura dans le cours d'aujourd'hui. On a déjà vu des formules, mais je veux redonner la définition. Une formule binaire est définie par récurrence pour chaque variable xi. Xi est une formule de taille 1 et de profondeur 0. Deuxièmement, si phi est une formule de taille m et profondeur d, alors non phi est une formule de taille m et de profondeur d aussi. Et si phi1 et si phi est une formule de taille mi et de profondeur di, i égale 1 ou 2, alors phi1 et soit phi1 et phi2 et phi1 ou phi2 sont des formules de taille m1 plus m2 et de profondeur le maximum de D1 et D2. Et à chaque formule binaire, on peut associer un circuit de degré d'entrée au plus 2. Et pour faire ça, si on a le circuit pour xi est juste un circuit avec un seul sommet, xi. Si j'ai une formule phi avec son circuit, et je veux le circuit pour non phi, je vais juste mettre là une porte non. Et si j'ai des circuits pour phi1 et phi2, je peux mettre une porte et ou une porte ou pour arriver au circuit pour phi1 et phi2 ou phi1 ou phi2.
Et on voit que le graphe de ce circuit-là va être un arbre. Alors, le graphe d'un tel circuit est un arbre. Et si on a un circuit dont le graphe est un arbre, on a une formule. C'est-à-dire, il y a une correspondance entre les formules et les circuits dont les graphes sont un arbre. La profondeur, c'est pas le max plus 1, c'est le max. Oui, je crois que vous avez raison, merci. Pareil pour le nom. Pour le nom? Ah non, là, le circuit que j'ai défini là a profondeur D, mais il y a une convention avec les formules qu'on utilise en utilisant les lois de Morgan. On peut remplacer le circuit par un circuit tel que toutes les portes non sont ou apparaissent sont au fond. C'est-à-dire, on a un arbre comme ça, et chaque porte ici est une porte et ou une porte ou, et chaque entrée est une variable xi ou non xj, comme ça. Et donc, on dit que la profondeur d'une formule est... on ignore les portes non. C'est pour ça que... on pourrait dire... Ça ne fait pas une grosse différence, mais c'est plus convenable d'avoir cette convention-là. Mais si on utilise la définition là, on peut... et ça, j'ai dit avant, la taille d'une formule est le nombre de variables dans la formule, avec répétition. Par exemple, je vais écrire la taille d'une formule et le nombre de littéraux dans la formule avec répétition. Par exemple, la taille de x1 et non x2 ou non x1 et x2. Ça, c'est une formule qui prend la valeur 1 si le nombre de 1 est impair et 0, c'est la formule pour la parité de la suite x1, x2. Et la taille de cette formule-là
est 4, parce que le nombre de littéraux est 4. Et même si j'avais, si j'ajoutais x1, le nombre de littéraux, la taille serait 5, même s'il y a une répétition de x1. Mais je vais effacer ça parce que c'est... et la profondeur est 2. Parce qu'il y a 1, 1, puis 2. Et il y a des problèmes ouverts assez embêtants. La restriction que le graphe soit un arbre est une restriction assez forte, mais quand même on ne connaît aucune application dans NP qui ne peut pas être calculée par une formule de taille polynomiale. Donc c'est un problème beaucoup plus honteux que le problème P égale NP. Même avec les formules, on ne sait pas. Et maintenant, pour mieux comprendre ce problème-là, je vais peut-être juste notation. Écrivons sigma de f pour la taille minimale d'une formule qui calcule f. Et si on a une formule, si on a une application f de 0,1 puissance n jusqu'à 0,1, si on a une application binaire, on a vu déjà qu'il y a un circuit qui calcule f, peut-être de taille exponentielle, mais un tel circuit existe. Et la même preuve montre qu'il y a une formule qui calcule f. Peut-être une formule de taille exponentielle, mais une formule existe toujours. Et donc, cette quantité-là est bien définie. Bien. Maintenant, une proposition. Soit f une application booléenne. Les trois propriétés suivantes sont équivalentes. Première propriété. La taille, il existe une formule ou plus précisément une suite de formules qui calculent f de taille polynomiale. F peut être calculé par une formule
de profondeur logarithmique et troisième propriété, f appartient à la classe de complexité NC1. Et je vais vous rappeler ce qui est la classe de complexité NC1. C'est les fonctions qu'on peut calculer avec les circuits de profondeur logarithmique et de degré d'entrée au plus 2. C'est Nix class, qu'on a vu il y a 3 semaines. Et la partie un peu qui n'est pas trop difficile de montrer que 3 implique 1 et que 2 implique 3. 2 implique 3 est une trivialité parce que si on a une formule de profondeur logarithmique, on a un circuit de profondeur logarithmique. Je veux juste souligner que c'est une version non uniforme de NC. Mais je crois que si la suite de formules est choisie de façon uniforme, je crois qu'on pourrait peut-être remplacer ça par NC1 uniforme. Mais aujourd'hui, je vais parler juste de la classe non uniforme. Mais la partie de l'implication qui est un peu moins évidente est que 1 implique 2. Si on a une formule, même une formule comme... si par exemple on avait une formule comme ça, de taille m, ça pourrait être assez profond. Bon, la formule peut être assez profonde. Je vais devoir prouver qu'on peut remplacer une formule comme ça par une formule de profondeur logarithmique. Et heureusement, ce n'est pas évident en avance qu'on peut le faire, mais il y a une astuce. Je vais commencer avec ça. Alors, je commence avec 1 implique 2. Soit phi une formule qui calcule f de taille m. Et soit pour chaque m, soit delta de m, la profondeur nécessaire pour les formules de taille m. C'est-à-dire, c'est le maximum pour toutes les formules de taille m de la profondeur d'une autre formule qui calcule la même application. Et je vais trouver une relation de récurrence pour delta m pour montrer que delta m est logarithmique. Juste commencer par une observation facile. Si delta 1 égale 0, parce que une formule de taille 1 est une variable xi ou non xi, et là on a juste un seul sommet étiqueté par xi ou non xi. Et maintenant,
chaque formule de taille m plus grand que 1 a une sous-formule de taille entre m sur 3 et 2m sur 3, 2 tiers de m. Ça, il faut montrer, mais et pourquoi c'est le cas? Alors, peut-être je vais expliquer là et après écrire quelque chose ici. C'est une preuve qui est plus facile de faire un dessin que utiliser les mots français. Donc je commence avec tout un arbre qui me donne la formule phi. Et si la taille de phi est plus grande que 1, j'ai commencé avec les littéraux et toutes les autres portes sont maintenant des portes et ou des portes ou. Alors ils ont deux entrées. Alors ici il y a deux entrées. Au moins l'une des deux est une formule de taille au moins m sur 2. Alors j'ai commencé avec taille m. Ici, j'ai une porte de taille au moins m sur 2. Et je peux continuer comme ça. Je peux trouver un chemin. Et chaque fois, la taille de la formule diminue par un facteur de plus 2. Et donc, si j'ai m ici, et 1 ici, et je divise par au plus 2 chaque fois, je ne peux pas contourner l'intervalle entre m sur 3 et 2m sur 3. Et donc, j'arrive à un certain moment à un sommet où la taille est entre m sur 3 et 2m sur 3. Bien. Qu'est-ce que je dois écrire? Pour le trouver, notez que pour chaque sommet du graphe de phi, ou de l'arbre de phi, peut-être je vais écrire l'arbre, c'est plus clair. Il y a un enfant qui représente une formule de taille au moins la moitié de la taille de son parent. Et alors, il y a une suite de sous-formules phi égale phi 0, phi 1, phi k, telle que la taille de phi i est au plus la moitié de la taille de phi i moins 1. Et on arrive
à une des entrées qui a taille 1. Et alors, une des formules phi i à taille entre m sur 3 et 2m sur 3. Et pourquoi c'est utile? Parce que maintenant je vais modifier la formule en utilisant une sous-formule de grandeur entre m sur 3 et 2m sur 3. Donc on a phi là. Et quelque part, par exemple, ici peut-être, il y a notre formule de taille entre m sur 3 et 2m sur 3. Cette formule-là, je vais appeler psi. Donc, soit psi une telle sous-formule, et pour i égale 0 ou i égale 1, soit phi indice i, la formule qu'on obtient en remplaçant psi par 0 ou 1, ou par, peut-être que je vais dire i. Alors, si i égale 0, je le remplace par 0. Si i égale 1, je le remplace par 1. Et simplifions la formule qui résulte. Par ça, je veux dire, si par exemple j'ai 1 là et j'ai une porte E, je laisse la formule comme ça. Si j'ai 1 là et j'ai une porte OU, alors cette porte-là, si j'ai 1 ici, va être 1. Donc je peux remplacer cette porte-là par 1 et continuer à simplifier. La simplification n'est pas très importante pour la preuve, mais voilà, on peut le faire. Et maintenant, la partie cruciale de la preuve, notez que phi de x égale 1 si et seulement si psi de x égale 0 et alors si psi de x égale 0, phi de x égale phi 0 de x. Parce que j'ai un 0 là et je continue la calculation et, de phi avec le 0 là. Alors, et phi 0 de x égale 1, ou psi de x égale 1 et phi 1 de x égale 1. Tout ce que j'ai dit là est que
pour calculer phi de x, il suffit de calculer psi de x. Ça me donne 0 ou 1. Ça peut être considéré comme entrée de phi 0 ou phi 1. Et voilà. Et ça, je peux dire autrement. Alors, phi égale psi et phi 0 ou non, c'est non phi, je veux dire. Phi de x égale 0, c'est seulement si non phi de x égale 1, ou psi et phi 1. Je vais juste effacer ça pour le réécrire. Voilà. Et puisque la taille de psi est entre m sur 3 et 2m sur 3, alors la taille de phi 0 et phi 1 est également entre m sur 3 et 2m sur 3. Alors, les quatre formules-là ont toute la taille entre 2m sur 3 et la taille, les tailles de non psi, phi 0, psi et phi 1 sont toutes entre m sur 3 et 2m sur 3. Et donc, la profondeur, ou je vais dire delta de m est au plus delta 2m sur 3 plus, alors la formule que j'ai là, chaque formule là a été remplacée par une formule de profondeur delta 2m sur 3 et j'ai ajouté 1 et 2 plus 2. Et maintenant, on a presque fini, il y a une petite vérification. Il s'ensuit que delta m est au plus 4 fois le logarithme à la base 2 de m. Pourquoi? Alors, quand m égale 1, c'est 0. Et il suffit maintenant de vous pouvez me croire, mais je vais juste faire la petite vérification. Je vais substituer alors 4 fois le logarithme à la base 2, tout ça, plus 2 égale 4 plus 4 fois le logarithme à la base 2 de 2, c'est-à-dire 4, moins 4 logarithme à la base 2 de 3 plus 2. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, ça marche.
et le logarithme à la base 2 de 3 est plus grand que 1,5 parce que 1,5 est racine carrée de 2 oui, 2 puissance 3 sur 2 est à peu près 2,8, ou moins que 2,9. Et donc, c'est au plus 4 moins 6 plus 2 égale 0. Alors ça termine la preuve que 1 implique 2. Et le reste est facile. Il est trivial, même si j'ai effacé. Il est trivial que 2 implique 3, c'est-à-dire si on a une formule de profondeur logarithmique, on a forcément un circuit de profondeur logarithmique. Et finalement, pour montrer que NC1, soit maintenant F une application dans NC1, alors il existe un circuit de degré d'entrée au plus 2 et de profondeur logarithmique. Je vais dire D qui est logarithmique. Qui calcule F. Et l'arbre, on peut déplier. Je vais expliquer ce que je veux dire par ça dans un moment. Ce circuit pour obtenir un arbre de profondeur au plus d et donc de taille. La taille d'un arbre, si on veut parler de la taille de la formule, est le nombre de feuilles de l'arbre, et pas le nombre de sommets de l'arbre, juste le nombre de feuilles de taille au plus de puissance d. Et puisque d est logarithmique, de puissance d est polynomial. Mais je vous dois une petite explication de ce processus de ce que je veux dire par déplier. Et là aussi, je vais juste faire un petit dessin parce que c'est assez simple. Si j'ai par exemple un circuit comme je sais pas. C'est plus compliqué que je... Alors, maintenant, je veux un arbre qui calcule la même application. Je vais juste
dire que je peux le faire par récurrence. Si j'ai un arbre pour cette application-là, un arbre pour... ça doit être un circuit binaire. Donc, voilà. C'est un arbre pour cette application-là, un arbre pour cette application-là, et je peux mettre ensemble les deux arbres pour arriver à un arbre pour cette application-là. Ou si on veut être plus formel, on peut prendre un arbre de couverture voilà. Mais j'aurais dû dessiner un exemple un peu plus simple. Mais c'est clair que par récurrence, on obtient un arbre. Et la taille de l'arbre, ou le nombre de feuilles, est au plus 2 puissance de la profondeur de l'arbre. Bien. Je crois qu'avant la pause, je vais vous donner une définition et après on va trouver un théorème qui va nous donner une autre caractérisation de la classe NC1, qui est une classe... Donc, mais maintenant, moi j'étais un peu surpris quand j'ai appris ce résultat pour la première fois que cette quantité sigma, si sigma de f est polynomial, ça veut dire la même chose que f peut être calculé par un circuit de degré d'entrée 2 et de profondeur logarithmique, parce que il n'y a pas une connexion évidente entre les formules et les circuits de profondeur logarithmique, mais grâce à ce lemme-là, on voit que les formules peuvent être remplacées par des formules pas trop profondes. Alors, définition. Un programme branché est une suite à de longueur m et de largeur k est une suite de triples IT, PT, QT de 1 à m, où chaque IT est un élément de 1 jusqu'à n. C'est un programme branché pour calculer les applications de n variables. Et chaque PT et QT est une application de K à K. J'ai oublié si j'ai utilisé cette notation, ça veut dire juste les entiers entre 1 et K. C'est assez utile pour... C'est très standard en combinatoire. Parce que ça peut être un peu pénible d'écrire 1 jusqu'à K tout le temps. Et
normalement, PT et QT sont des permutations, et pas que des applications, des permutations. Et on interprète cette suite comme une série d'instructions pour calculer. Alors, étant donné une suite comme ça, comment est-ce qu'on calcule une application? L'idée est la suivante. Si x est un élément est une suite de longueur n, alors la sortie du programme est calculée de façon suivante. Bon, je crois que... Oui. Je vais juste écrire une formule pour la sortie. Et R m moins 1 jusqu'à R1. La composition de chaque RI va être où RT égale PT si X IT égale 0 et QT si X IT égale 1. Ou est-ce que je préfère 1, 0? Je crois que je vais faire moins d'erreurs si je choisis 1, 0. Voilà. Alors, l'idée est que on calcule une application en suivant ces instructions-là. On dit maintenant, si I1 égale 5, on regarde X5, et si X5 égale 0, on prend Q1, on prend l'application Q1, et si X5 égale 1, on prend P1, et on continue comme ça. Et à la fin, la sortie et l'application qu'on obtient en prenant la composition de toutes ces applications-là. En général, si F est un sous-ensemble des applications de K puissance K, on dit que phi est F calculable, ou Fm calculable, s'il existe un programme branché de taille M. Peut-être que je devrais ajouter la dépendance sur K, mais on va choisir K égale 5. Et donc, dans un moment, de taille M, telle que la sortie
est un élément de f si et seulement si phi de x égale 1. Mais on va aussi dire que si alpha est une application, on dit que c'est un peu pas pareil. On dit que phi est alpha m calculable si et seulement si il y a un programme branché de taille m tel que la sortie est alpha si phi de x égale 1 et l'identité si phi de x égale 0. Et maintenant, je vais terminer pour l'instant. Et après la pause, je vais vous donner un théorème que je trouve assez surprenant, qui me donne un lien entre des programmes branchés et la complexité d'une formule qui calcule une application booléenne. On recommence à 11h05. On va je vais vous présenter un théorème assez connu de Barrington. Qui nous dit que si phi sigma de phi est polynomial, alors il y a un programme branché de taille polynomiale et de largeur 5 qui calcule phi. Alors, quelques remarques avant de vous donner la preuve. D'abord, c'est quoi l'intérêt de ce théorème? C'est intéressant parce que on a l'impression, quand on voit la définition des programmes branchés, que ça ne peut pas être un modèle très fort de calcul. C'est-à-dire, pas très puissant, mais quand même, on peut calculer toutes les applications qui peuvent être calculées par une formule de taille polynomiale ou également par un circuit de profondeur logarithmique et de degré d'entrée 2. Alors, et ça nous donne un peu d'espoir que peut-être en remplaçant la définition en termes de formule, on pourrait, si on veut trouver des bornes inférieures pour la complexité d'une formule, ou la taille d'une formule qui calcule une application booléenne, peut-être que c'est plus facile de trouver une borne inférieure pour les programmes branchés. Malheureusement, personne n'a réussi à utiliser cette idée, mais quand même, ça nous donne un tout petit peu d'espoir. D'autres remarques, pourquoi le nombre 5 ici? C'est parce que c'est l'entier minimal tel que le groupe de permutations Sn n'est pas résoluble. Et c'est pour ça,
Vous verrez, c'est pas très facile de montrer que le résultat est faux quand on remplace 5 par 4, mais il est faux. Mais la preuve, on peut pas, la preuve ne marche pas. Et vous verrez le moment où on utilise vraiment le fait que le coup n'est pas résoluble. Bien. Pour prouver le théorème, je vais vous donner une série de lemmes, et après tous les lemmes, la preuve sera facile. Et donc, lemme. Si phi est alpha m calculable, c'est-à-dire il existe un programme branché tel que la sortie va être alpha si phi de x égale 1 et l'identité si phi de x égale 0. Et bêta est un conjugué de alpha, alors phi est bêta m calculable. Tous ces lemmes que je vais vous montrer sont assez faciles, sauf peut-être un qui est un tout petit peu moins facile, mais pas trop difficile. Preuve si on a un programme branché qui calcule phi, ok, alpha calcule phi, c'est-à-dire la sortie alpha, blablabla, et on remplace pt qt par pt gamma moins 1 au gamma inverse et qt gamma inverse et pardon, pas P1 et Q1, enfin, P1 et Q1, je veux dire, et PM QM par gamma PM gamma QM. Donc si la sortie de ce programme branché là est alpha, la sortie du nouveau programme branché va être, on aura, est-ce que je l'ai effacé? Non, on aura la même composition là, sauf que à la place de R1, on aura R1 gamma moins 1 au gamma inverse, et à la place de Rm, on aura gamma Rm, et donc on aura conjugué la sortie par gamma, et donc on aura remplacé alpha par bêta et l'identité par l'identité. Donc on aura bêta calculé. Alors, la sortie est gamma alpha gamma moins 1 si phi de x égale 1 et gamma si phi de x égale 0. Donc on a bêta calculé
phi aussi. Deuxième lemme. Soit alpha 1, 5 cycles, je ne sais pas si on dit ça en français, mais un cycle, voilà. Peut-être que je n'ai pas besoin de ça, mais j'ai besoin d'une permutation. Mais je vais m'intéresser aux 5 cycles. Donc si phi est alpha m calculable, alors phi moins 1, pardon, non phi et alpha m calculable. Alors encore, je vais prendre un programme branché qui alpha calcule phi. Et maintenant, remplacer P1 et Q1 par P1 alpha inverse et Q1 alpha inverse. Si je fais ça, alors la sortie de ce nouveau programme branché est comme avant, je vais juste mettre un petit alpha moins 1 là. Donc si j'ai alpha, le résultat va être l'identité, et si j'ai l'identité, le résultat va être alpha inverse. La sortie est alpha, et l'identité, si phi de x égale 1, et alpha moins 1 si phi de x égale 0. Et cela montre que phi est, non phi est alpha moins 1 m calculable, mais alpha et alpha moins 1 sont de 5 cycles, donc ils ont la même, sont une permutation du même type, donc ils sont des conjugués, mais alpha moins 1 sont des 5 cycles, donc il existe gamma tel que alpha moins 1 égale, ou alpha égale gamma alpha moins 1, gamma moins 1, et par le lemme précédent, phi est aussi, je vais écrire un phi et alpha m calculable aussi.
Et maintenant, la partie un tout petit peu subtile, mais lemme, il existe de 5 cycles alpha-bêta tels que leur commutateur, si on dit ça, alpha-bêta, alpha inverse, bêta inverse, est également un 5 cycles. La preuve n'est pas une preuve, c'est juste, je vais vous donner deux cycles qui marchent. Alpha égale 1, 2, 3, 4, 5. Bêta égale 1, 3, 5, 4, 2. Est-ce que je vais faire la vérification? Je crois que non. Ou peut-être... non, je crois que je... C'est un exercice pas très intéressant de vérifier que le produit alpha, bêta inverse donne... On peut... C'est pas aussi pénible que ça parce que ça, on a un conjugué de bêta, donc on peut calculer cette partie assez facilement et donc il faut juste multiplier de permutations de 5 cycles. Et alors, lemme, soit alpha, bêta, tels que des 5 cycles, tels que alpha, bêta, alpha moins 1, bêta moins 1 est un 5 cycles. Alors, si phi1 et phi2 sont alpha m calculables, alors phi1 et phi2 et alpha 4m calculable. C'est là où il faut payer un petit peu. La preuve. Soit IT, PT, QT en M, un programme branché qui alpha calcule phi 1 et JT, RT, ST, un programme branché qui bêta calcule phi 2. Maintenant, je vais vous donner un programme branché pour calculer phi 1 et phi 2. Et l'idée est de commencer
comment l'expliquer? Pour calculer phi1 et phi2, commencer avec l'inverse du programme branché qui calcule phi2, puis l'inverse, continuer avec l'inverse du programme branché. Ce n'est pas nécessaire de décrire cela, qui calcule phi1, puis le programme branché qui calcule phi2, puis le programme branché qui calcule phi1. Qu'est-ce que je veux dire par l'inverse du programme branché? Je veux dire le programme branché qui fait les calculs, qui remplace toutes ces permutations par l'inverse et fait dans l'ordre opposé. C'est-à-dire qu'on commence par PM-1, QM-1, PM inverse, QM inverse, et on termine par P1 inverse, Q1 inverse. Et la sortie de ce programme-là va être alpha, bêta, alpha moins 1, alpha inverse, bêta inverse, si phi 1 de x égale phi 2 de x égale 1. Pourquoi? Parce que on commence par calculer l'inverse de la sortie de ce programme-là, qui calcule phi 2. Donc on a bêta inverse, et après on a alpha inverse, après on a bêta, après on a alpha. Parce que la sortie de, quand phi 1 de x égale phi 2 de x égale 1, la sortie de ce programme-là va être alpha, et la sortie de ce programme-là va être bêta. Si phi 1 de x égale 1 et phi 2 de x égale 0, la sortie de phi 1 va être comme avant, alpha moins 1, mais maintenant, à la place de bêta et bêta moins 1, j'ai l'identité et l'identité moins 1, c'est-à-dire j'ai l'identité et l'identité égale l'identité. Et également pour les autres deux cas, mais je vais l'écrire. Et l'identité moins 1, identité moins 1 égale l'identité. C'est le cas le plus simple. Donc, phi 1 et phi 2, ceci montre qu'on a alpha, bêta, alpha inverse, bêta inverse calculé phi 1 et phi 2, et la taille du programme branché est au plus 4 fois m. Et alpha, bêta, alpha moins 1, bêta moins 1, m calculable. Et puisque alpha, bêta, alpha moins 1, bêta moins 1 est un 5 cycles aussi, et donc, puisque alpha, bêta moins 1, bêta moins 1
est un 5 cycles phi1 et phi2 et alpha 4m. Il faut un 4 là. Alpha 4m calculable. Ça, c'est la vraie idée de la preuve, cette partie-là, ce lemme-là. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin d'un groupe non résoluble, parce qu'on ne veut pas que, quand on prend des commutateurs, ça devient plus simple. Ou moins compliqué. Alors, peut-être que je ne vais pas même écrire un lemme. Notez que phi1 ou phi2 égale non phi1 et non phi2, les lois de Morgan. Et donc, on a aussi que si phi1 et phi2... Oui, c'est un petit détail que j'ai oublié. Mon hypothèse était que phi1 et phi2 sont alpha m calculables, mais s'ils sont alpha m calculables, on peut utiliser le lemme d'avant pour dire que phi2 est également bêta calculable. Et ça, c'est ça que j'ai utilisé. Peut-être que j'aurais dû... Alors, ici, j'ai utilisé le lemme pour dire que phi2 est non seulement alpha calculable, mais aussi, également bêta calculable. Si phi1 et phi2 sont alpha m calculables, alors phi1 ou phi2 est alpha 4m calculable. Et finalement, preuve du théorème. On a presque fini par la proposition. Phi peut être calculé par une formule de profondeur d logarithmique. Et en utilisant les résultats, surtout ce résultat, ce lemme-là, et le corollaire ici, que si phi est, aussi phi1 et phi2 sont alpha m calculables, alors phi1 et phi2, ou phi1 ou phi2, sont tous les deux alpha 4m calculables. Et donc, par les lemmes, il existe un 5 cycles alpha
tel que n'importe quel 5 cycles ne marche pas, mais tel que phi et 4 puissance 10, alors, alpha 4 puissance d calculable. Il faut juste, ce n'est pas un argument de récurrence très simple, mais juste pour montrer que quand la profondeur est 0, ça reste vrai. Si j'ai juste une entrée, une formule xi, et je veux un programme branché de taille 1, parce que 4 puissance 0 égale 1, je peux prendre i, et si xi égale 1, je veux alpha, si xi égale 0, je veux l'identité. Alors là, il y a mon programme branché de taille 1 qui alpha calcule xi. Et pour non xi, je peux utiliser lem ou je peux le faire explicitement en faisant ça, je crois. Et puisque d est logarithmique, 4 puissance d est polynomial. Et ça termine la preuve du théorème de Barrington. Il me reste un tout petit peu de temps. Donc, ça, c'est à peu près la fin du cours, mais il y avait un résultat que je voulais vous présenter il y a 3 semaines, où je n'ai pas eu le temps. Et donc maintenant, je crois que j'ai le temps de juste faire ça avant de finir. Et ça va pas mal avec ce que j'ai présenté aujourd'hui, parce qu'on parle toujours des circuits de profondeur logarithmique ou des circuits pas trop profonds. Alors je vais, peut-être même 2 droites là. Maintenant, je vais présenter une proposition dont j'aurai besoin, et dont j'ai parlé rapidement, mais peut-être vous aurez oublié parce que c'était assez rapide. Je vais montrer que L est contenu dans la classe AC1 uniforme. Mais la preuve va nous donner que même que NL est contenu dans AC1. Et donc, je vais montrer ça parce que pourquoi pas. C'est exactement la même preuve. Alors, soit phi dans NL pour chaque x, on peut calculer
un graphe, je veux dire, est soit T, une machine de Turing qui calcule phi non déterministe, qui calcule phi en espace logarithmique. Désolé, c'est pas très clair, mais T est une machine de Turing qui montre que phi est dans un L. Un graphe de configuration quand l'entrée de T est X. Je vais... Ce graphe G de X est implicitement calculable en espace logarithmique, et ça, je ne vais pas essayer de prouver, mais c'est un exercice de voir que ce graphe, on a vu des choses assez similaires. Comme on a vu plusieurs fois dans ce cours, on a noté phi de x égale 1 si et seulement si il y a un chemin de la configuration initiale dans le graphe des configurations A, V accepte dans G de X. Et alors, il suffit de montrer que le problème ST con est dans AC unif 1. C'est-à-dire le problème de déterminer s'il y a un chemin dans un graphe orienté d'un sommet à un autre. On a déjà vu montrer que ST-con est dans NL, et choses comme ça. Maintenant, je vais montrer que on peut trouver un circuit de profondeur logarithmique, mais de degré d'entrée pas forcément borné, pour calculer ST-con. Et la preuve est vraiment est similaire à beaucoup de preuves qu'on a vues déjà dans le cours. L'idée est qu'on veut voir s'il y a un chemin tout court, mais si on veut savoir s'il y a un chemin de longueur R, on peut utiliser, si on sait déjà calculer s'il y a un chemin de longueur R sur 2, on peut l'utiliser pour faire la même chose pour R. Donc c'est encore une preuve de ce genre-là. Et donc je vais définir soit θr uv égale 1 si et seulement si il y a un chemin de UAV de longueur au plus R. Et on voit que θ de R UV égale le U sur tout W, chaque sommet W, de
θ r uw et θ r w v. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai dit que il y a un chemin entre U et V de longueur 2R si et seulement si il existe un sommet W et un chemin de U à W de longueur O plus R et un chemin de W à V de longueur O plus R. On a vu ça plusieurs fois. Mais ce qui compte maintenant est que, alors, si on a un circuit de profondeur D qui calcule chaque θ r uv, c'est-à-dire un circuit dont les entrées sont les arêtes du graphe, c'est-à-dire les entrées sont θ1 uv. θ1 uv va être 1 si uv est une arête et 0 sinon. On peut créer un circuit. Et alors ce circuit-là a plusieurs sorties. Il y a une sortie pour chaque couple UV. On peut créer un circuit de profondeur D plus 2 parce que j'ai ajouté un niveau pour tous ces et un niveau de plus pour ce OU-là. Et vous voyez que le degré d'entrée de ce circuit peut être assez grand. Ça va être le nombre de couples de sommets du graphe, mais ce n'est pas grave. De profondeur D plus 2 qui calcule chaque θ2R UV et la taille est polynomiale. Et finalement, il existe un chemin de U à V si et seulement si θ m UV égale 1 où m est le nombre de sommets. De g de x qui est polynomial. On a déjà noté que la taille du graphe de configuration d'une application dans NL est polynomiale. Et alors, donc, bien. Et le circuit est implicitement... La définition du circuit est tellement simple qu'on peut facilement
se persuader que le circuit est implicitement calculable en espace logarithmique. Et donc, ST con est donc AC1 uniforme. Et ça termine la preuve. Cette définition-là de θ2R en termes de θR est un peu comme calculer le carré d'une matrice. Sauf que à la place, ici on a une multiplication, mais là, à la place de l'addition, on prend un maximum. C'est un peu comme la multiplication des matrices. C'est juste une remarque. Et il y a des textes qui présentent cette preuve en termes d'une définition non standard de la multiplication des matrices de 0 et de 1. Et alors maintenant, je vais juste terminer par vous rappeler la définition d'une application P complet. C'est la deuxième fois que je vous ai donné cette définition, mais phi est P complet si pour tout psi dans P, il existe gamma implicitement calculable en espace logarithmique, tel que psi égale phi gamma. Il y a une réduction en espace logarithmique de psi à phi. On a déjà vu, on a déjà noté, parce que c'est facile, que alors si phi est P complet et phi est dans L, alors P est contenu dans L. Maintenant, je vais juste prouver la même chose pour NC1. Alors, proposition. Si phi est P complet et phi est dans NCI, alors je vais faire unif. Alors P est contenu dans NCI. Le maximum de I est 2. Uniforme. Et, un corollaire, si on a une application P complet, on peut montrer que cette application appartient à la classe NC. Ça montre que P est contenu dans NC. Et la preuve, soit psi dans P, alors psi égale phi, la composition de phi est gamma, où gamma est implicitement calculable en espace logarithmique. Et je vous rappelle que si gamma est calculable en espace, implicitement calculable en espace logarithmique, ça veut dire que chaque sortie de gamma est une application dans L. Et on a montré que L est contenu dans AC1. Et phi, alors chaque sortie de gamma
est dans L, qui est dans NL, qui est dans AC1 uniforme, qui est dans NC2 uniforme, d'où le 2 qu'on voit là. Et donc, peut être calculé par un circuit L uniforme de profondeur le logarithme carré, et phi est calculé par un circuit de profondeur par hypothèse, logarithme de n puissance i, et donc psi est dans nc i, le maximum de 2, puisque O de logarithme de n au carré plus O de logarithme de n puissance i égale O de n, logarithme de n puissance i, le maximum de i est 2. Et donc, c'est fini, et avec ça, je crois qu'on va terminer 4 minutes en avance. Et merci beaucoup pour votre attention.